Bon, Kevin, merci déjà d'avoir accepté de venir. C'est trop cool. Est-ce que déjà tu peux te présenter et présenter un petit peu l'activité? Parce que bon, il y a du coup à peu près la moitié de la salle qui connaît ton business. Il y en a peut-être qui le connaissent aussi sans se rappeler du nom, c'est possible. Donc, est-ce que tu peux pitcher un petit peu la proposition de valeur de Dot Market et puis expliquer un peu ton parcours et comment tu es arrivé à monter ce truc-là? Ouais, du coup, je vais commencer par le parcours, parce qu'en fait, c'est vraiment la continuité finalement à Dot Market de mon parcours. Moi, je suis éditeur de site à la base, hein. J'ai démarré sur le web 2010 en stage aux Philippines dans une boîte qui fait des programmes minceurs sur Internet, donc de l'infoprenariat pour Jean-Michel Cohen à l'époque, ceux qui connaissent dans l'univers de la santé, de la minceur. Mon rôle à l'époque là-bas, c'est le marketing d'affiliation, principalement l'emailing ou le spam, ouais. L'emailing, on va dire ça. Vu les volumes qu'on envoyait, c'était plus du spam qu'autre chose. Et c'est comme ça que je me mets en contact avec l'affiliation, puisque je gère les plateformes d'affiliation, je gère les affiliés. Puis, comme toute personne, je pense avec le cerveau un peu bien fait, tu te rends compte que toi, tu as un salaire fixe, qu'en face, il y a des affiliés qui, certains mois, font vraiment des performances très excitantes et que ça pourrait peut-être être intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'ils font. Donc, c'est comme ça que je mets les mains la première fois dans l'affiliation en me disant, je vais essayer de bosser comme les affiliés avec lesquels je travaille au quotidien. Donc, je monte mes premiers sites et en fait, ça démarre une aventure de création de muse avec une double spécialité, affiliation, référencement. Donc, tous mes business ont toujours été basés sur le référencement, jamais de pub. Quand tu dis référencement, on parle bien de SEO, donc de vraiment de trafic organique. Bien sûr, exactement. Ouais. Le but, c'était que ça soit le plus passif possible, puisqu'en parallèle, je vivais de manière nomade. Donc, il fallait que ça dépende pas du tout de mon temps, de ma disponibilité. Et en plus, ça demandait pas de compétences, tu vois, qui changent tout le temps. On va se mentir. C'est un peu lazy comme business, affiliation plus SEO. On parle de quelle période à peu près? On parle de 2000. Alors, je me mets à temps plein là-dessus en 2013. Je reprends un job dans la foulée parce que c'est un peu flippant la bascule. Voilà. Et je fais ça depuis 2014, Ok. à temps plein. Donc à ce moment-là, le SEO est quand même. On peut appuyer fort sur Ouais. certaines stratégies, Ouais. ça passe quoi. Ouais. Ouais, voilà, c'est un peu encore la période où on peut bourriner quoi. Ouais. Alors, on vient de quitter la période où on peut vraiment bourriner, mais on vient de démarrer celle où tu peux encore faire des choses très simples avec un EMD, avec c'est les débuts de l'intention de recherche, hein. Okay. Donc moi, je démarre avec cette idée que tu aimes bien, la notion d'intention, et le fait que si tu comprends bien l'intention de ton utilisateur, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de volume pour convertir le trafic qui arrive sur ton site. Et donc à l'époque, moi, je monte des sites qui s'appellent produit médical pas cher, produit médical moins cher, acheter produit médical, parce que je démarre dans la pharma. Et du coup, c'est des sites qui génèrent quelques centaines de visites, mais quelques milliers d'euros à chaque fois. Quand on dit EMD, parce que c'est un terme, nous les vieux pirates, on le sait, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas, c'est Exact Match Domain. Je prends le domaine qui est pile poil le mot-clé qui est tapé dans Google. Voilà, pour traduire. Et du coup, il n'y a que des gens qui tapent dans ce mot-clé qui arrive sur les sites, mais si c'est le bon mot-clé, ça fonctionne. Et on peut aussi acheter, et je ne vise personne, même si je les regarde, un nom de domaine avec une faute d'orthographe et faire quelques millions avec en Exact Match Domain. Au fond de la salle, nous peut-être se reconnaîtront. Ouais. Voilà, et du coup, ça démarre comme ça. Et en fait, après, c'est juste un enchaînement finalement d'opportunités. L'édition de site amène à la possibilité de faire de la formation. La formation amène à la possibilité de faire de la prestation. Donc, je passe par toutes les étapes. Infoprenariat, ça me plaît pas trop. Du coup, je fais de la prestation, mais ça me plaît pas trop non plus. Du coup, je reviens à l'édition de site. Mais dans ces cadres-là, j'en arrive à rencontrer des gens qui achètent, vendent des sites, à des clients qui en ont marre d'acheter des sites faits de zéro et qui ont envie d'acheter des sites qui existent déjà. Et moi-même, je suis amené à acheter et vendre des sites par opportunisme. Et donc, au bout d'un moment, en 2017, quelque chose comme ça, 2017-2018, je suis pas mal ce qui se fait avec Empire Flippers aux États-Unis. Les mecs ont un peu le même parcours que moi, mais en x100, hein, mais tu vois, voilà, États-Unis. Et je me dis, putain, finalement, ils font un peu de la continuité de ce que je pourrais faire. Donc, je les contacte, je leur propose de lancer Empire Flippers en France. Ça ne les intéresse pas parce que le marché est trop petit. Mais on reste en bon contact, ils me filent quelques conseils et puis je décide de lancer Dot Market. La réalité, c'est que ça prend 2 ans, le temps que je mature l'idée, que je trouve un petit peu les coronesses de lancer le truc, de m'associer aussi, parce qu'il y a quand même toute une partie process et tout, on en parlera après,
Moi, j'ai la vision, je vois un site internet d'affiliation, je me dis, ah, il est bien ou il est pas bien. Mais ça fait pas une marketplace et ça fait pas un conseil vendeur. Ouais. Voilà. Donc, je m'associe avec Mayan, qui m'aide en fait à sortir toute la connaissance digitale et à la processiser pour en faire un truc qu'on peut proposer sur une marketplace et vendre. Voilà. Ok, trop bien. À ce moment-là, le positionnement de Dot Market, c'est vraiment les muses, les sites d'affi. Ouais. C'est vraiment ça. Parce qu'aujourd'hui, vous faites plus que ça. Non, vous maintenant on avez, fait tout business digitaux, tout actif numérique. Alors, tout actif numérique, on ne vend pas des cryptos, des NFT, etc. Mais on vend des SaaS, des e-com, des drops, des médias, des newsletters, des marketplaces, des Amazon FBA, potentiellement un jour des applications Shopify, des applications mobiles, des podcasts, pourquoi pas. Donc on se spécialise là-dessus, mais au début, on démarre uniquement avec ce qu'on maîtrise parfaitement. En fait, l'évolution de notre market, c'est l'entrée de talents qui maîtrisent des trucs qu'on n'avait pas au début. Donc au début, on vend que des sites d'affiliation parce que moi, je sais auditer un site d'affiliation. Puis un jour, on a un site e-commerce qui vient nous voir et on dit, bah non, on n'a pas de site e-commerce, donc on ne peut pas auditer. Donc on trouve quelqu'un qui a des sites e-commerce qui nous aide à auditer. Puis on a un mec qui bosse chez KPMG qui nous dit, moi je peux auditer des boîtes si vous voulez, donc on le fait rentrer. Maintenant on peut auditer des boîtes et on évolue comme ça petit à petit. Mais l'idée à la base de notre market, en fait, c'est uniquement de venir proposer la prestation, la qualité, l'accompagnement d'un cabinet de fusion-acquisition traditionnel sur un marché qui est délaissé par les fusions, par les cabinets traditionnels, qui est celui du business digital à moins de 5 millions d'euros. Ok. Pourquoi? Parce que trop de moyens à déployer pour eux, pour le potentiel en face, Ouais, vu la taille de boîte que c'est. c'est ça, c'est Ouais. ça. Parce que pas rentable et pas compris. Ok. Ça fait déjà deux choses, tu vois, qui font que il y a assez de business pour eux plus gros et donc ils vont pas se mouiller là-dessus. Et moi, je me dis, en fait, pas rentable. On vise peut-être pas la même chose, tu vois. À la base, je me dis, si ça rapporte quelques milliers d'euros par mois, c'est rentable pour moi. Maintenant, je me dirais peut-être plus pareil, mais à l'époque, tu vois, acheter, vendre des sites et puis gagner quelques milliers d'euros, c'est cool. Et donc, on se dit, il n'y a pas de problème en fait de rentabilité, il y a juste un problème de process et de perception de combien on en attend à la fin. Et on démarre comme ça, on fait une première année, deuxième année, troisième année. Le Covid aide un petit peu aussi à la digitalisation et à l'intérêt. Et puis en fait, vu qu'il n'y a pas d'autres places de marché à ce moment-là qui se développent, même s'il y a des concurrents, parce qu'on a des concurrents qui sont assez faciles à identifier quand tu tapes acheter, vendre un site, on prend finalement une notoriété sur le marché. Notoriété d'ailleurs qui pendant un temps dépasse la réalité de l'activité. Il y a un décalage entre ah ouais, dot market, mais bon, en fait, les chiffres ne sont pas forcément là parce qu'il y a les problèmes de process, il y a les problèmes là. Et maintenant, on commence enfin, tu vois, à arriver à équilibrer un peu cette. Vous avez eu une grosse mise en lumière aussi quand vous t'es passé sur le podcast de Mathieu Stéphanie. Ouais. Comment ça s'est organisé ça et quel était l'impact? Parce que quand on est racheté des sites d'affiliation au départ, c'est un truc ultra niché. Comme voilà, c'est un truc make money de base. Comment en fait un podcast aussi mainstream que c'est la martingale, je crois, que tu as fait. Comment tu le contactes? Est-ce que tu le connaissais? Et surtout, c'est qui ces personnes-là qui viennent opt-in dans votre liste? Ils sont quoi de différent par rapport à l'audience de base? Ouais, alors en fait, pour la petite histoire, Mathieu Stéphanie, il connaissait ce qu'on faisait parce que je l'avais contacté, parce qu'il avait fait un podcast avec, avec Victor Laura. Ouais. Qui parlait de ses muses comme un des piliers du mouvement Fire. Voilà. Ouais. Je l'appelle plutôt soyez riche jeune et il n'y a plus de potes à 40 ans, mais dans l'idée, c'est ça. Si vous voulez comprendre la ref, vous pouvez aussi aller sur mon podcast, j'ai invité Victor. Et ouais, Victor, il met un peu en stand-by sa vie, histoire de mettre de côté. Il est très frugal. Donc, en effet, il se coupe de pas mal de relations sociales pour ça. Voilà. Mais il parle évidemment des muses. Et donc, moi, à cette époque, on lance Dot Market. J'écris à Mathieu Stéphanie et je lui dis tiens, il y a un sujet que tu viens d'aborder. Je crois que tu n'en as jamais parlé ailleurs dans les podcasts. C'est l'achat-vente de petits business. Et nous, on fait ça. On revend des side business, des entreprises et ainsi de suite. Pas de réponse. Et en fait, 2 ans plus tard, il me recontacte parce qu'il lance Algo. Et il me dit tiens, je pense qu'on va être concurrents. Ça te dit qu'on se parle? Bon. Du coup, on se parle, on se rencontre, on s'entend bien. On se rend compte qu'en fait, Algo, c'est pas un vrai concurrent parce qu'il voit plutôt la concurrence de Fusac.
Ce qu'ils veulent, c'est digitaliser le M&S et faciliter les relations entre acheteurs et vendeurs. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est uniquement faciliter l'achat-vente de business purement digitaux. On n'a aucune velléité d'aller sur le traditionnel. Il y a déjà assez à faire sur le digital. Et donc, on se rend compte qu'en fait, on peut être partenaire, complémentaire, parfois concurrent. Mais l'invitation au podcast, elle traîne un petit peu parce qu'à l'époque où on se parle, il me dit en toute transparence qu'il n'a aucun intérêt en fait, à parler de Dot Market tant que Alvo n'a pas une notoriété capable de tenir le truc. Ça fait penser au truc que disait Gaël ce matin sur se créer. Enfin, tu sais, c'était quoi Gaël exactement? Ouais, un digne rival. Voilà, il attendait d'avoir son rival digne. Ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, il m'invite, une fois qu'Alvo a pris une belle ampleur, hein, après la levée de fonds et ainsi de suite, ce qui est hyper fair, mais quand même, il vient et puis il me donne la parole pour parler de ça. Mais par contre, il m'invite pour parler des side business. Et moi, je ne veux pas être catégorisé comme purement side business. Et à l'époque, on avait Below50, qui était une plateforme dédiée au business à moins de 50 000 euros, et Dot Market. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'avant de passer à la martingale, on a regroupé les deux marques pour plus pouvoir parler de Below50. Mais ça, on l'a fait un peu en secret, tu vois, avant d'arriver au podcast. Et du coup, en arrivant au podcast, on a Kevin pour nous parler des... Attends, mais t'as plus Below50, c'est Dot Market? Ouais, c'est Dot Market. Donc, on parle de Dot Market. Et donc là, explosion de trafic sur Dot Market. On prend 2000, 2500 créations de comptes. À l'époque, on fait à peu près 500 créations de comptes par mois. Donc là, on prend 2500 créations de comptes sur un podcast. Donc, création de compte, c'est quelqu'un qui a l'intention d'aller voir les annonces. Ouais, c'est ça. Ok. C'est pas de l'apply, c'est pas des gens qui mettent leur site en vente. C'est des potentiels repreneurs. Des acheteurs qui créent un compte pour consulter les annonces sur Dot Market. Ok. Et ça, en fait, ça nous fait passer de... je pense qu'on devait avoir 5000 membres, on passe à 7000, puis 8000, et après, à partir de là, c'est lancé, et depuis, on fait 1000 à 1500 créations de comptes par mois. Et aujourd'hui, on en a 25 000. Je crois qu'à Alvo, ils sont restés à 8 000 ou 10 000, tu vois, un truc comme ça. Donc, en fait, ça a été une super audience, et ça touchait exactement l'audience qui nous intéressait. Par contre, ça a été un piège en même temps, parce que l'audience de la martingale, c'est pas l'audience de JDIY. Et du coup, l'audience de la martingale, elle nous a fait exploser le nombre de personnes qui s'inscrivaient avec l'envie de générer un business passif et de reprendre du side business. Et du coup, c'était une audience beaucoup moins qualifiée. On fait 2500 créations de comptes, on ne fait pas autant de ventes d'abonnements et de ventes de sites. Et en fait, depuis, et d'ailleurs, c'est un des problèmes que j'évoquais tout à l'heure, c'est que ça nous a un peu... on a perdu l'équilibre. À la base, on avait des gens hyper qualifiés dans le digital. Et après la martingale, on devient presque une marketplace un peu publique, mass market, avec plein de gens qui ne comprennent pas forcément le digital. Et depuis, on se bagarre un petit peu pour essayer de retrouver notre positionnement. Ok. Donc aujourd'hui, votre cible, c'est des gens qui veulent soit racheter pour se créer un business, enfin pour ne pas créer un business, mais justement reprendre un business, ou alors c'est des gens qui veulent faire de la croissance externe, donc développer leur business principal en achetant peut-être un média en parallèle d'un truc, d'un premier business historique. C'est un petit peu ça l'idée. Ouais, globalement, en fait, aujourd'hui, moi, je le catégorise en stratégie d'achat. On pourrait parler d'audience, mais en fait, chaque audience a une stratégie. Et du coup, cette stratégie, on en a 5. On a les gens qui achètent pour pas démarrer de zéro, donc pour aller un peu plus vite. Ça, c'est une bonne partie de l'audience qui veut pas créer un site, qui a suivi des formations, puis se rendre compte qu'en fait, c'est difficile de passer de la formation à l'action. Donc, accélérer. Il y a des gens qui achètent pour investir, purement placement. Donc, ça peut être investissement stratégie de portefeuille ou investissement rénovante. Enfin, acheter, retaper, revendre. Ça, c'est plutôt des gens qui ont une compétence cible extrêmement précise. Par exemple, des gens extrêmement doués en ads qui rachètent des sites où il n'y a pas d'ads dessus. C'est facile du coup de retaper, puis après potentiellement revendre d'ailleurs. On a les gens qui achètent pour dominer. Et donc là, domination, c'est aussi bien des... Moi, je fais de l'achat de domination, par exemple, sur certaines SERP où je travaille. Je vais racheter tous mes pages de résultats de recherche, les amis. Voilà, donc je vais racheter mes concurrents pour prendre de la place sur des SERP de mots-clés qui m'intéressent. Ou alors, c'est de la croissance externe, donc des plus grosses boîtes qui vont racheter des concurrents ou des... Voilà. Et après, on a deux stratégies qui probablement vont plus parler au profil infopreneur ou aux prestations. C'est que tu achètes pour mieux distribuer ou pour mieux monétiser.
Donc mieux distribuer, ça veut dire tu as un produit, mais tu manques un petit peu d'audience organique et donc tu vas acheter des audiences, que ce soit chaîne YouTube, newsletter, site internet ou quoi que ce soit. Ou alors tu as les audiences, mais tu n'as pas le produit. Et dans ce cas-là, tu vas chercher à mieux monétiser en allant faire l'acquisition, par exemple, d'un SaaS, d'un site e-commerce, et puis toi, tu vas pouvoir le mettre sur tes audiences et ainsi de suite. Ok. Et est-ce que tu as t'as du repeat, des clients qui achètent tous les mois un petit média, un petit truc, ou tous les 6 mois, ou tous les 1 an, je sais rien, mais est-ce que ça t'arrive à avoir ça? Ouais. Ok, et c'est quoi leur stratégie à eux? C'est la domination, essentiellement? Ouais. Stratégie de portefeuille ou stratégie d'agrégation. Il y a eu cette tendance à un moment donné avec les Srasio et tous ces agrégateurs qui levaient beaucoup d'argent avec une volonté, c'était de dominer Amazon FBA. Alors bon, aujourd'hui, il y a des agrégateurs beaucoup plus nichés, beaucoup plus spécialisés, donc des agrégateurs spécialisés dans les e-commerce Shopify qui n'ont pas activé la pub, comme peut-être ce que vous faites. Voilà, les sites qui peuvent avoir un potentiel de basculer en abonnement et du coup ils reprennent tous les business qui peuvent faire de l'abonnement puis ils les mettent dans une structure et ils déploient l'abonnement. Mais tu peux aussi avoir juste une stratégie de regrouper différents médias ou quoi que ce soit. Ouais. Ok. Trop bien. Moi, je suis persuadé, ayant développé plusieurs muses, donc plutôt des business plutôt passifs, que la complexité sur ces business-là, elle n'est pas opérationnelle, elle est souvent dans le sourcing. Toi, tu dois avoir des sites, tu vois des sites toute la journée, donc tu peux capter quand même des grosses tendances de marché. Est-ce que là, tu sais, en 2025, ce qui fonctionne bien, sur quelle typologie de site, genre le bon coup, il est à faire dans quel type de niche? Et ça va introduire la question qu'on avait préparée, c'est comment on fait un bon sourcing, en plus de la tendance, comment on source un bon business? Ouais. Alors, par niche, ce serait difficile de te répondre, mais plutôt par modèle économique. Tu vois, quand on a démarré, vraiment tout le monde recherchait enfin, majoritairement, on vendait des sites de contenu. Donc la distribution, c'était vraiment le sujet clé pour beaucoup d'acheteurs. Et là, parce qu'il y a de la volatilité sur Google notamment, on a basculé sur un secteur où de plus en plus de gens veulent du e-commerce. Hein. Et en fait, tu as des tendances comme ça où à un moment donné, le SaaS va popper, le système d'abonnement va popper. Donc, c'est plus des tendances de modèles économiques liées à la conjoncture et aux problématiques de. Si par exemple le coût de la publicité augmente énormément, alors de nouveau, tu vas te retrouver avec un afflux d'acheteurs qui veulent des audiences. Et si ça devient trop volatile au niveau des audiences, alors on veut sécuriser avec du rachat de produits, d'e-com et ainsi de suite. Voilà. Mais en thématique, non, il y a des moments qui peuvent déclencher des grosses variations. Par exemple, quand il y a eu toutes les variations autour de, hum, de la loi autour du CBD, on a pris plein de sites de CBD à vendre. D'ailleurs, il y en a qui en ont fait un petit business là-bas. Mais après ça, on en a eu vraiment masse. Aujourd'hui, carrément, on est obligé de les refuser parce qu'on ne sait plus analyser un business de CBD. C'est trop difficile de valoriser un business qui change de produit tous les mois, tous les 3 mois. Toi, tu ne sais pas ce qu'il va pouvoir. Hein. Bah, moi, depuis une quinzaine d'années que je fais du web, il y a eu à l'époque l'essor de tout ce qui était jouet pour adultes. Ensuite, il y a eu toutes les pharmacies en ligne. Il y a eu tous ces trucs-là, CBD, c'est vrai que c'est les grandes tendances qui ont été repérées. Ouais. Ouais. Là, ça, on s'en prémunit un petit peu parce qu'en fait, vu qu'on prend que des business qui ont une certaine ancienneté, rentabilité, fiabilité, il y a des tendances qu'on ne voit plus passer. Tu vois. On ne peut pas prendre la vague de tous les gens qui ont voulu faire les fidget spinners, par exemple. Parce que tu vois, le temps qu'elle soit à 24 mois d'ancienneté, elle est déjà morte. Donc ces sites-là, on ne les verra jamais chez nous. Ok. Si on prend mon cas, tu vois, donc je développe un mastermind sur l'entrepreneuriat auprès des entrepreneurs du digital. Si je dois racheter un média, tu me recommandes de regarder dans mon sourcing, de regarder quels indicateurs. Ce serait quoi les red flags ou les bons indicateurs pour dire, ok, il y a un site sur Dotmarket qui aurait peut-être qui serait pertinent dans mon écosystème. Bah, du coup, toi, là, ce serait une stratégie de distribution. Tu as le produit, tu voudrais plus d'audience. Donc l'enjeu, ce serait de mesurer deux choses. Est-ce que c'est vraiment la bonne audience? Est-ce que tu rachètes pas un média qui parle d'entrepreneuriat, mais en fait, ça parle d'entrepreneuriat dans le BTP, et du coup, ça n'a rien à voir, tu vois? Ou est-ce que c'est pas un média qui s'appelle l'entrepreneur, mais en fait, il parle plutôt d'obtenir des aides et je ne sais quoi, tu vois? Et puis, du coup, c'est toujours pas la bonne audience. Donc, analyse en fait des mots-clés, de l'intention de recherche des gens qui arrivent sur ce média, pour essayer de voir si vraiment c'est des gens qui correspondent à tes problématiques.
Et vu que tu sais quelles sont les problématiques de tes clients, tu dois pouvoir retrouver sur le média en question la réponse à ces problématiques. Et s'ils trouvent sur ce média les problématiques auxquelles toi tu réponds, ça va être assez logique de pouvoir plugger ton produit, ton lead magnet ou ainsi de suite. Et j'ai perdu le fil de ta question. Non, mais c'était ça. C'est en gros quels sont les indicateurs que je dois observer et les red flags. Est-ce qu'il y a des red flags que je dois vraiment prendre en Du coup, ouais, considération? le gros red flag, en fait, ce serait une audience mais non qualifiée. Parce que ça peut être assez excitant de voir un site avec beaucoup de trafic, mais si c'est pas du tout le bon trafic, voilà. Sur un site de contenu, les red flags, de toute façon, ça va être la qualité du trafic, la tendance du trafic et la stratégie SEO qui a pu être utilisée derrière. Est-ce que le profil de lien est propre? Est-ce que le contenu est propre? Est-ce qu'on n'est pas sur du contenu dupliqué? Peut-être du contenu full IA et pas très bien fait, et ainsi de suite. Donc ça va être un mix de techniques et d'intentions liées à ça. Et pour toi, ça va être ouais, l'enjeu. Est-ce que j'ai les compétences de reprendre et de poursuivre ce qui se passe sur ce média, au-delà du fait que ce soit la bonne audience pour plugger mon... Ouais. Justement, ça introduit la suite. C'est comment je peux dérisquer la reprise d'un point de vue opérationnel déjà. Est-ce que tu as déjà des retours d'expérience de reprises qui auraient pu éventuellement fail, du coup, de choses de mise en garde que tu pourrais nous faire? La principale raison du fail, c'est le syndrome, je crois que c'est Dunning-Kruger, le syndrome de surconfiance. Hein. Tu vois un truc, tu te dis, ça a l'air simple. La personne m'a dit qu'elle gérait son site e-commerce en 5 heures par semaine. Moi aussi, je peux le faire. Et en fait, une fois que tu dois le voir avec tes clients, c'est finalement ce qui te met le plus vite à l'échec, c'est de réaliser de manière hyper brutale que en fait, tu perds pied, que tu n'as pas compris tout ce qu'il fallait faire, qu'il y a des choses peut-être que tu n'as même plus la possibilité de savoir exactement parce que peut-être tu as perdu le contact avec le vendeur ou quoi que ce soit. Donc, la principale raison d'échec que j'ai vue chez nos clients, c'est l'angle mort ou les œillères qu'ils avaient sur qu'est-ce que ça allait être l'opérationnel, quelles étaient les compétences qu'il allait falloir déployer pour maintenir le site et quel était le temps nécessaire et l'énergie qu'il allait falloir employer pour maintenir le site. Super. Est-ce qu'on a déjà un premier tour de questions? Est-ce qu'il y en a qui veulent interagir par rapport à tout ça en complément? Sinon, on continue au fur et à mesure. Ouais, Romain? Ouais, alors du coup, la question de Romain pour l'enregistrement, c'est est-ce qu'il y a des gammes de prix? Est-ce qu'il y a des deals, voilà, une norme un peu dans les deals? On viendra plus tard à parler de la Valo, très certain. Enfin, on en a prévu d'en parler, mais ouais, ça ressemble à quoi les prix qui se pratiquent sur d'autres markets? Ouais, il y a comme un Argus, tu vois, du site internet, un prix au mètre carré du site en fonction de la taille du site, de son emplacement dans les SERP ou dans les audiences, de son ancienneté, de sa marge. Il y a plein de facteurs finalement qui vont faire que tu as des normes assez, on va dire, publiques. On peut dire qu'un site de telle thématique, de telle taille va valoir entre X et Y. C'est proportionnel au potentiel économique de la niche, j'imagine? C'est très proportionnel à la réalité économique du business aujourd'hui. Et après, les multiples peuvent monter si tu as un business avec beaucoup de potentiel. Mais en digital, à part sur des rachats stratégiques, il n'y a pas vraiment de... Tu payes pas le potentiel. Hein. Okay. Tu payes l'existant et tu achètes le potentiel. Hein. Et du coup, il y a des Argus. Et nous, après, l'avantage en interne, c'est qu'on a fait tellement de transactions qu'on commence à être capable de faire du... T'as ton benchmark, quoi. Voilà, du mapping. Quand on voit une thématique, on sait que si systématiquement le prix affiché, le business est vendu 30% en dessous, peut-être que ça ne sert à rien de continuer à l'afficher 30% trop cher. C'est que cette thématique avec cette taille et ce canal d'acquisition, en fait, il vaut moins cher que le même site à performance égale dans une autre niche qui est plus demandée, plus simple et ainsi de suite. Et ça, vous affichez ce ressenti à vos vendeurs et à vos repreneurs? Non, pour l'instant, c'est encore très mal fait. Parce que c'est beaucoup de data qu'on a en interne. On en parlait avec Joël et je sais plus, avec Nelson hier, je crois, du fait qu'on a beaucoup de data qui est non utilisée ou non utilisable, parce qu'elle est dans la tête ou elle est dans les tableaux. Et maintenant, avec l'IA, peut-être qu'on va réussir justement à aller creuser cette data et la rendre plus facilement accessible, parce qu'effectivement, pour un client acheteur, des fois, c'est assez
perturbant de voir un site, je vais prendre des chiffres simples parce que les maths, c'est pas. J'ai des équipes qui calculent beaucoup mieux que moi la rentabilité des sites, heureusement. Euh, un site qui fait 1 000 euros de profit, quand tu es un acheteur qui débarque, pourquoi est-ce qu'il y en a un qui vaut 15 000 et l'autre 25 000? C'est incompréhensible si on ne te l'explique pas. Et nous, on sait pourquoi. On est même capable de t'expliquer pourquoi le site qui a les mêmes canaux d'acquisition, les mêmes modèles économiques vaut plus ou moins cher, mais on ne peut pas le faire pour chaque dossier, tu vois, le marquer, etc. Pourtant, la data, elle est là. Et un jour, on sera capable, avec l'IA et un peu de tech, de faire afficher automatiquement le calcul qui a été fait, les comparables, tous les deals qui ont eu lieu sur Dotmarket depuis 5 ans et voir le multiple moyen. Trop C'est bien. pour ça que je le compare à l'Argus, parce que finalement, Ouais. l'Argus, c'est ça, quoi. C'est une comparaison vis-à-vis de trends. Et puis, l'Argus, des fois, il monte, des fois, il descend. Le prix au mètre carré, il monte, il descend. Mais il monte, il descend en fonction de ce qui se passe en ce moment, quoi. Oui, c'est ça. Ok, merci. Ça répond, Romain? Trop bien. Super. Alors du coup, clairement, tu me parlais, ce qui est important, c'est d'avoir une thèse d'investissement, de ne pas acheter de manière random comme ça, de ne pas avoir le FOMO, et on en parlait ce matin. C'est pas l'idée voilà, de partir sur une nouvelle bonne idée qui changera, qui changera notre business. Hein. Ça peut être dans une stratégie, mais il ne faut pas avoir de FOMO par rapport à ce qu'on est en train de dire là. Et d'ailleurs, tu nous parleras peut-être après de l'atelier aussi, en suivant. Mais est-ce que tu peux nous parler déjà d'une thèse d'investissement? Comment ça se constitue? Quelle est la réflexion qu'il faut avoir derrière? Ouais. Le principe d'une thèse d'invest, c'est de définir quels sont les critères de business que tu veux racheter. Et en fait, souvent, on associe euh, dans la finance, une thèse d'invest, c'est plutôt dans quoi j'investis. Euh, et nous, quand les clients ils arrivent, souvent ils sont là, bah, moi je veux un site internet qui rapporte 2 000 euros par mois. Voilà, ok. Bon, ça c'est la base, très bien, tu veux 2 000 euros par mois, mais maintenant, si on creuse, c'est quoi ton budget? Si ton budget c'est 20 000 euros, déjà le 2 000 euros par mois il tient pas, donc on va essayer de corréler les chiffres. Mais au-delà de la réalité financière, d'accord, tu as 40 à 50 000 euros de budget, très bien, 2 000 euros. Mais si tu rachètes un site dans lequel il faut racheter 20 000 balles de stock, de nouveau, ça colle pas au niveau des chiffres. Donc le but de la thèse d'investissement, en fait, c'est de forcer l'investisseur à se poser toutes les bonnes questions pour arriver à la fin au type de business, et il va plus en rester beaucoup du coup disponible sur Dotmarket. Mais de toute façon, j'ai tendance à penser que si quelqu'un arrive sur Dotmarket et a plus de 5 sites à l'instant T qui correspondent à sa thèse, c'est que la thèse elle est pas bonne ou elle est trop large ou alors c'est qu'il a plusieurs thèses. En Mais fait, il faut que ce soit évident, le site que tu dois racheter. Ouais. Et du coup, pour certains acheteurs, c'est hyper frustrant. J'ai un couple que j'accompagne depuis 6 mois, par exemple. Ils ont loupé les 3 deals qu'on pensait être très alignés avec leur thèse. Et là, ça fait 3 mois qu'il n'y a plus un seul site qui correspond à leur thèse. Voilà. Et c'est frustrant, mais c'est normal. Et l'enjeu là-dedans, enfin, mon rôle en les accompagnant, c'est de les empêcher de partir sur un site qui n'a plus rien à voir avec leur thèse, parce que peut-être qu'eux veulent le faire par FOMO, mais c'est pas stratégique, quoi. Et du coup, dans cette thèse d'invest, on le divise en plusieurs piliers. Alors, c'est fait à notre sauce, hein. C'est vraiment lié à mon expérience du digital, hein. Mais on a évidemment la partie analyse financière. Est-ce que tes enjeux financiers en termes de qu'est-ce que tu dégages, qu'est-ce que tu as comme budget, comment tu vas payer ce site, et ainsi de suite. Donc, c'est le pilier finance. Le pilier compétences. Est-ce que tu as les compétences pour le reprendre? Est-ce que tu as le temps sinon pour apprendre ces compétences et ainsi de suite? Et donc là, on peut aller très loin. Tu vois, tu reprendrais pas un site forcément sur Webflow, sur Oxatis ou quoi que ce soit si tu es expert WordPress. Donc, on va essayer de te demander un peu toutes tes compétences pour dire c'est quoi le CMS idéal, c'est quoi les canaux d'acquisition que tu maîtrises. Bref, donc toute la partie compétences et après toute la partie qui est la plus négligée en général, qui est la partie personnelle. Concrètement, est-ce que tu as le temps, les moyens, l'énergie de donner vie à cette thèse d'investissement? Du réalisme, en fait. Exactement. Ouais. Et moi, je démarre tous mes ateliers avec une seule injonction. Tu vois, tu nous as donné la liste des règles pour démarrer le mastermind. Moi, ma seule règle quand je démarre un atelier thèse d'invest, c'est dis-moi la vérité. Essaye pas de me vendre une jolie thèse d'investissement. En fait, je m'en fous que tu me dises franchement, j'ai pas envie de travailler, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Parce que si tu me le dis pas, alors je vais me noter que tu peux reprendre un site qui fait ça
alors qu'en fait, toi, tu as pas du tout envie de le faire. Un jour, j'ai un couple qui me dit: «Nous, on veut un business, il faut pas que le business tourne pendant les vacances scolaires parce qu'on a fait la promesse à notre fille, en déménageant à l'île Maurice, qu'on allait, profiter de toutes les vacances avec elle». C'est particulier. Heureusement que tu le dis parce que quand même des business e-commerce, notamment qui tournent pas pendant les vacances scolaires ou qui sont pas trop chargés en Q4, tu vois? Et donc ça, en fait, si tu fais que la partie, finance et compétences, jamais tu abordes le fait que, bah, ouais, mais ils veulent pas gérer ce site pendant les vacances parce que c'est plus leur choix de vie. Mais ça résonne avec pas mal de trucs qu'on dit ici, hein. On dit il faut payer le prix de nos objectifs, donc c'est en gros il faut mettre les moyens en face de nos objectifs et que ça soit cohérent. Mais tout ça, moi je le pondère, et je suis pour qu'on bosse, et je suis pour qu'on se fasse mal, etc. Mais je le pondère avec l'écologie perso parce que sinon c'est une stratégie qui n'est pas tenable. C'est peut-être le meilleur moyen d'obtenir nos objectifs, c'est en effet de faire un webi par semaine, etc. Mais si ça ne fit pas avec la famille, si ça ne fit pas avec, avec la réalité, enfin si c'est pas réaliste, c'est un truc qui ne sera pas maintenu. Donc en fait, c'est une super bonne stratégie, mais éphémère. Donc du coup, ouais, c'est pareil dans nos métiers. Je pense que c'est hyper bien de ramener ça. Et puis, il y a aussi certaines personnes qui refusent de payer le prix personnel. Et donc du coup, peut-être qu'elles ne sont aussi pas faites, soit pour reprendre, soit pour entreprendre. Et il faut l'accepter. Ouais. Et potentiellement, tu te rends compte à la fin de ta thèse, d'ailleurs, on devrait peut-être mettre le perso avant, mais tu vois, pour eux, on s'est rendu compte que, bah, en fait, la reprise d'un site e-commerce, si on découvre en bout de course qu'ils veulent pas bosser en Q4, Ouais. tu vois, dans Ouais, ce c'est cas-là, il faut délicat. prendre un business B2B ou faut changer de modèle économique, quoi. Mhm. Tu vois. Ouais, clairement. Très clair. Et tu l'as abordé brièvement là, dans le premier paramètre. Le financement, je sais que c'est la question, on met les pieds dans le plat, parce que c'est la question qu'on me pose souvent et c'est délicat, mais comment ça se finance ce genre de business-là? Déjà, est-ce qu'on rachète un site ou est-ce qu'on rachète une boîte chez Dotmarket? Les deux. Ça dépend du business à vendre. On a des actifs, des fonds de commerce, des sociétés. La différence entre les trois, c'est principalement, alors entre actifs et fonds de commerce, c'est principalement une question de juridique, on va dire. Euh, mais on a aujourd'hui aussi bien des structures complètes à reprendre, ça c'est les plus faciles à financer, puisqu'il y a toute la transparence possible sur les précédents exercices comptables, toute la documentation comptable, etc. Donc là, on est grosso modo comme dans une boîte traditionnelle, on va voir sa banque, on présente les bilans, le business plan, etc. et ça passe. La problématique, c'est que sur des business à moins de 100-200 000 euros de valorisation, c'est rare. La majorité, on va dire, sont pas en fait des ventes de société. C'est plutôt le fonds de commerce ou l'actif, parce que c'est géré par des micro-entreprises, tu vois, ou des boîtes qui en fait ne sont pas structurées pour préparer la revente de l'activité qui était là initialement. Si par exemple on me propose un site dont l'éditeur est en Estonie, en Andorre ou à Dubaï, est-ce que ça c'est quelque chose qui se reprend facilement? Non. Bah, Ok. oui, facile à reprendre si tu as du Oui, cash pour reprendre, le attends, payer. enfin, qui se finance, pardon. Ouais. Financer, non. Ok. Financer, c'est compliqué. Après, évidemment, il y a du cas par cas, hein. Si tu es acheteur avec, ou acheteuse avec un bon apport, un très bon rapport avec ta banque, que tu as déjà des activités dans le digital, tout s'organise parce que ça reste quand même de l'humain en bout de course. Mais si tu arrives, que tu crées ta boîte et que tu veux emprunter pour acheter un fonds de commerce digital, c'est compliqué. Il faut te faire soutenir par la BPI, il faut avoir quand même un banquier ou une banquière qui comprend un petit peu ce que tu veux faire, il faut avoir un apport, il faut pouvoir justifier de plein de choses qui sont difficiles à faire comprendre à un banquier ou une banquière. Donc c'est un peu la galère aujourd'hui de faire financer en dehors des titres. Voilà. C'est un challenge qu'on a depuis le tout début de Dotmarket. Au bout de 2 ans, j'ai un peu lâché l'affaire. Au début, je cherchais beaucoup de partenaires qui pouvaient aider à financer. Maintenant, là, je le reprends parce qu'on commence à faire copain-copain avec des banques type le CIC, tu vois, qui ont beaucoup évolué justement sur cette compréhension-là et qui sont prêts à travailler avec nous pour définir un petit peu qu'est-ce qu'il faudrait présenter pour faciliter le financement, mais c'est pas gagné, quoi. Ok. Et est-ce qu'il y a des solutions type Club Deal ou fonds d'invest? Parce que moi, ça me dirait bien de mettre, je sais pas, 5 ou 10 000 balles par mois dans un pool de sites, de financer ce truc-là et de voir de manière passive comment ça marche s'il y a des bons gestionnaires. Et on en a ici des gens qui savent très bien gérer des sites de e-com, ça pourrait très bien être des... Voilà. Est-ce qu'il y a des solutions comme ça qui existent et avec qui vous travaillez? Alors,
il y en a qui existent, qui se lancent à l'international. En France, c'est plutôt des trucs assez fermés. Je sais qu'il y a des club deals, notamment dans l'e-commerce, qui se sont créés, mais qui sont très entre réseaux. Voilà. Donc, si t'es pas pote avec les personnes qui ont monté le truc, tu vois. Ouais. Donc oui, il y en a, mais c'est très privé. C'est pas un produit financier accessible, disponible, etc. Nous, c'est quelque chose enfin, ça fait très longtemps que j'y réfléchis pour Dot Market, mais c'est un métier complètement différent qu'il faudrait complètement sortir de la structure. Empire Flippers, par exemple, aux États-Unis le faisait, mais ils avaient monté EF Capital, ils ont dû changer parce que EF Capital, Empire Flippers, il y avait trop de liens. Donc pour répondre très concrètement à la question, ça existe, mais c'est très caché. Ouais. Et par contre, je pense que ça va se développer parce qu'en fait, des club deals, il y en a de plus en plus dans tous les secteurs. Et peut-être un des seuls qui n'est pas encore très publiquement mis en avant, parce que les montres, le whisky, les châteaux, tout ça, maintenant, c'est sur toutes les grosses plateformes type Caption et autres. Mais par exemple, Caption, je sais qu'ils étudient les business digitaux, donc peut-être qu'un jour, ils vont lancer officiellement aussi la capacité d'investir là-dedans. Mais ça demande un peu plus de compétences, parce que la problématique de ce type d'investissement, dont on en parlait au Mastermind, en fait, c'est pas de sourcer les deals, parce qu'il y en a plein, c'est pas de trouver les gens qui ont du cash, parce qu'il y en a plein, mais c'est D'opérer. qui gère le business. Ouais, c'est ça. Qui gère le business. Donc je pense, peut-être en effet un bon business model à pousser. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Gaël, peut-être? Juste pour l'enregistrement, du coup, qu'est-ce qui est un actif numérique ou qu'est-ce qui ne l'est pas? Par exemple, un business de coaching en ligne, un infoproduit, etc. Est-ce qu'on est encore dans cette catégorie-là? Nous, on met dans actifs numériques, dans business digitaux, tout ce qui fait son business en ligne. Voilà. Mais business en ligne, c'est surtout sur l'acquisition. Ça ne veut pas dire qu'ensuite tu ne peux pas faire le delivery en offline. Mais si tout ton business repose sur de l'acquisition digitale, alors on considère qu'on est capable d'accompagner ou quoi que ce soit. Mais on accompagne aussi des business. Il n'y a pas très longtemps, on avait un garage de reconditionnement de pièces automobiles. Et tout le business vient par le digital. Donc il y a une petite problématique de valorisation du garage, des machines, etc. Mais globalement, on a pu travailler dessus parce que c'est du digital. Et après, je ne sais pas si c'était le complément de question, mais ce qui peut basculer d'un actif à un fonds de commerce, c'est l'existence de clientèle et de choses. Et donc après, ça change un petit peu la manière aussi dont tu le valorises, dont tu le reprends et ainsi de suite. Tu dois être familier de ça. Ça répond à ta question, Gaël? Super. Julien? Est-ce que suite à l'achat, Un accompagnement. Alors, est-ce qu'il y a un accompagnement post-rachat de la part de Dot Market, mais sur quel. le business, Ouais, voilà. Est-ce que ça se maintient après le rachat ou est-ce qu'on doit s'attendre à ce que ça périclite, quoi? T'en as qui tiennent, t'en as qui se cassent la gueule. Encore une fois, pour les mêmes raisons que la thèse d'investissement, c'est-à-dire que si tu reprends un business et t'as pas les compétences et le temps pour le gérer, c'est mal barré. Évidemment, s'il y a une bonne base organique, ça va peut-être durer assez longtemps pour que tu récupères ton investissement. Par contre, si tu reprends un business qui tourne sur de l'ADS, que tu sais pas gérer les ads, que tu t'es pas fait accompagner, etc., là, ça devient un petit peu plus craignos. Alors, nous, on a fait un choix dès le début, c'est que tout business vendu sur Dot Market vient avec un accompagnement de la personne qui vend. D'accord? Maintenant, cet accompagnement... Avec un earn-out? Non, sans earn-out. Ok. Ça peut être négocié pour un accompagnement plus long. C'est pour ça que j'allais dire, il y a des gens qui sont OK pour accompagner 2 jours et d'autres pour accompagner 6 mois. D'accord? Mais ça fait partie des questions en fait sur la fiche. La personne, au moment de mettre en vente, doit noter quel type d'accompagnement elle va pouvoir fournir à un repreneur. Et ça aussi, ça nous permet de le guider dans la thèse d'invest. C'est une question qu'on pose à la personne. Tu veux racheter un site, quelles sont tes compétences? Quel est le niveau d'accompagnement que tu attends pour la suite? Si tu attends 6 mois d'accompagnement et que tu veux acheter un business où la personne elle a mis moi en 2 jours, c'est réglé, ciao, mauvais fit. Là. Ça n'empêche pas qu'on puisse négocier parce qu'on peut toujours proposer à cette personne 6 mois d'accompagnement rémunéré, mais déjà tu as l'info que cette personne-là, elle n'a pas dit directement qu'elle était prête à t'accompagner 6 mois. Là. Donc si on pousse en fait la thèse d'investissement, ça peut aller jusqu'à te demander quel type d'accompagnement tu voudras pour matcher avec un truc. Donc nous, on lock
un accompagnement minimal. Quand ça passe par nos avocats partenaires, c'est intégré dans le contrat, la notion d'accompagnement. Et ensuite, potentiellement, un accompagnement payant peut être négocié. Et après, si on va un petit peu plus loin... On paye le cédant? Ouais, le Ok. cédant, bien Ok. sûr. Nous, on ne fait pas d'accompagnement. On nous le demande souvent, mais je considère que ce n'est pas notre métier. Et on a déjà assez de billets en tant qu'intermédiaire pour pas en rajouter encore un, tu vois, sur le financement, sur l'accompagnement, tout ça. Donc ça, j'ai décidé qu'on le faisait pas. Mais par contre, l'enjeu dans le futur pour nous, c'est d'essayer de trouver des partenaires qu'on est capable de recommander. Donc là, c'est parfait de venir à ce mastermind, parce que du coup, on va pouvoir le faire. Mais effectivement, nous, souvent, on a des clients qui arrivent, qui savent pas forcément comment monter en compétence assez vite sur du e-commerce. Ces personnes-là, à part être accompagnées par la personne qui vend, après ça, c'est pas notre métier de les aider au quotidien. C'est le métier de personnes qui font ça très bien. Super. Et notamment, vu que vous connaissez un petit peu les insights de la boîte, on est en train de réfléchir avec Kevin, du moins on en a au moins parlé un petit peu, pour que Bulko soit une solution aussi pour les repreneurs, pour qu'ils puissent financer leurs ads. Parce qu'une fois qu'ils ont racheté, peut-être qu'ils sont un petit peu mis à poil aussi en termes de trésor. Et donc, il va falloir continuer à financer ça. Donc, on n'a rien qui est mis en place, mais on en discute. Et notamment, le fait de se voir au mastermind ici, ça crée de la relation et donc voir s'il y a un partenariat à faire ensemble. Mais toutes ces solutions-là de post-rachat, en effet, c'est des trucs que vous cherchez. Enfin, vous n'êtes pas fermé, quoi. Non, bah, en fait, pour nous, c'est tout un pan économique qui peut être rajouté, parce qu'on a des contrats d'apporteurs d'affaires avec des cabinets, avec des prestataires et ainsi de suite. Et donc, si on réfléchit purement économiquement, nous, le client, une fois qu'il a acheté, on l'a perdu, entre guillemets, bah, on gagnerait forcément à pouvoir lui dire, bah, tiens, on te présente des partenaires qui vont nous permettre de continuer finalement à augmenter ta LTV par le fait que tu travailles avec des gens qu'on t'a recommandés qui répondent à tes besoins. Donc, économiquement, c'est même hyper important pour nous. Super, merci. Il y avait Amaury, ensuite Olivier. Amaury, pour l'enregistrement, en gros, qu'est-ce qui t'amène le plus d'opportunités de trafic sur la marketplace? Tu as parlé de la martingale, tu as parlé du SEO tout à l'heure. Est-ce que ça, c'est des canaux voilà. La martingale, ça a été un joli pic. Mais globalement, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers SEO, un tiers. Alors, je vais mettre SEO, SIA, parce que SIA pour nous, c'est c'est de l'intention, 5 à c'est pareil. 10%, tu vois. Ah oui, d'accord. Voilà, et puis, c'est beaucoup sur notre marque ou sur des. Voilà, donc, on va dire un tiers de Google, okay, un tiers de bouche à oreille et un tiers de social media. Et là-dedans, je mets tout parce qu'on ne fait pas d'attribution. Mais il faut qu'on se parle. Je me suis mis une petite note dans le carnet. Pendant longtemps, c'était LinkedIn, parce que c'était le seul canal où j'étais actif. Mais par exemple, on a lancé il y a 2 mois avec l'agence personnelle de Caroline Mignot du contenu sur TikTok, Instagram, etc. Moi, je n'étais pas méga persuadé que ça allait nous ramener des clients. Mais tu vois, là, on est en train de closer un deal. Je me suis équipé ce matin pour appeler les vendeurs. Tu vois, le gars a dit, bon, j'ai vu ta vidéo sur TikTok, tu vois. C'est efficace quand ça... Donc, un tiers, un tiers, un tiers. Mais à la base, c'est le SEO. T'as intérêt de closer parce que si tu t'es éclipsé pour pas closer, par contre, ça va le faire. C'est-à-dire, on va pas être copains longtemps. Ouais. Est-ce que les acquéreurs et les revendeurs, est-ce qu'en gros, ils viennent par les mêmes canaux d'acquisition? Non, les revendeurs viennent quasi exclusivement via du Google. Parce qu'ils arrivent directement sur notre formulaire d'estimation. Donc, le seul moyen d'accéder à ce formulaire d'estimation, c'est via la recherche ou la publicité sur Google. Et par contre, les plus gros deals viennent quasi systématiquement par de la mise en relation, du bouche à oreille. Parce que, bon, c'est intentionniste. Tu veux vendre un site à 50 000, peut-être que tu tapes sur Google « Vendre mon site e-commerce ». Tu veux vendre ta boîte à 3 millions, tu ne tapes pas « Vendre ma boîte à 3 millions » sur Google, tu demandes à quelqu'un qui peut m'aider à vendre. Donc les vendeurs, les plus petits vendeurs, et c'est pas péjoratif, mais les plus petits business viennent via Google, les plus gros viennent via le bouche à oreille. Et par contre, côté acheteur, c'est beaucoup plus éparpillé parce que en fait, n'importe qui tombe sur un contenu qu'on a pu produire peut être intéressé par le fait de creuser qu'est-ce que c'est Dot Market et qu'est-ce qu'on propose. Super. Olivier? Ouais. Alors, en gros, comment on valorise une boîte qui est basée sur du personal branding? Ouais. Par exemple, des boîtes de formation, parce qu'il y a beaucoup de formateurs ici. Ouais. Ben, on ne l'a pas. Non, on l'a. C'est pas tout à fait ironique quand je le dis, hein, c'est que évidemment que ça se vend très difficilement, voire pas.
sauf si tu continues à travailler dedans, sauf si tu vends ton droit à l'image, sauf si tu fais comme Théophile Hélier et que tu prévois 2 ans, 3 ans de contenu avant et puis voilà, que la vente est ce qu'elle est. C'est quasiment impossible pour quelqu'un d'avoir envie de racheter ton business s'il est complètement à ton image. Et c'était l'objet d'ailleurs de mon intervention chez Romain à l'époque. C'est que c'est pas infaisable, mais si tu veux vendre, alors il faut prévoir de vendre dans au moins 2 ans. Ouais, le temps de Voilà. préparer ton plan d'évacuation. C'est quoi. ça. Parce que comme ça, tu as 1 an pour sortir ton image, 1 an pour voir ce que ça donne sur tes bilans et avoir la nouvelle base de valorisation. Et après, tu peux mettre en vente. Et entre-temps, il y a plein d'éléments. Ça peut être au niveau process, ça peut être au niveau bascule d'image, ça peut être au niveau rachat d'audience pour diversifier ton audience et te prouver que finalement, une audience qui ne vient pas via tes ads, peut-être qu'elle s'en fout de voir ta tête et qu'elle rentre différemment. Donc ça se prépare. Par rapport à ça, bon, je discute avec pas mal de monde dans l'industrie, donc je vais me permettre de répondre aussi, Olivier, si c'est OK. Il n'y a pas de précédent sur du rachat formation. Il y a un truc qui ressemble un petit peu, mais c'était pas vraiment personal brandé, c'était semi-personal brandé. Ça ressemblait plus à un organisme de formation qu'autre chose. Donc il n'y a pas de précédent, donc il n'y a pas de benchmark. S'il n'y a pas de benchmark, il n'y a pas de valo. Et un truc qui est envisageable, c'est éventuellement de cash out sur une grosse partie de ses parts pour prendre du cash maintenant, donc de faire rentrer des investisseurs. Mais par contre, et ça c'est presque dommage qu'on ne le fasse pas plus, de prendre le cash maintenant. Mais par contre, sortir entièrement, j'ai beaucoup plus de doutes. C'est ma théorie à moi, évidemment, ça n'engage que les conversations que j'ai eues et mon expérience personnelle et mes croyances. Mais je crois ça. Tu pourrais vendre 95% de ton business pour quelques millions. Toi en plus, ça serait possible. Tu vois. Mais sortir entièrement, j'y crois pas. Ouais. Hier, j'avais au téléphone un créateur YouTube, enfin, son assistante, mais pour discuter de la vente d'une de ses chaînes YouTube, et ils avaient vendu une partie de leur catalogue à une boîte qui rachète les droits d'anciennes vidéos YouTube. Mais bon, ils ne font pas de la formation, mais tu vois, ils rachètent les droits finalement, et puis ils continuent d'exploiter ton image, que tu le veuilles ou pas. Et après, sinon, c'est vrai que les boîtes de formation vraiment fortes en personal branding, on en a vendu une il n'y a pas très longtemps dans l'e-commerce. Les valos, c'est inférieur à 2 ans, hein, et c'est quand même très risqué. Et là, on en a une aussi dans le e-commerce, et la valorisation qu'on a estimée, c'était 1 an et demi, quelque chose comme ça. Parce que les facteurs de risque sont gigantesques. 1 an et demi de l'EBE. Ouais. Ok. Ouais. C'est pas hyper sexy, hein, mais il y a l'image de la fondatrice partout, son savoir-faire, il est là, c'est elle qui close. Les facteurs de risque, ils sont gigantesques. Ok, donc comment vous vous occupez du transfert d'images? Est-ce que ça, c'est un sujet qui rentre dans votre cours ou pas? Ouais. Bon, c'est pas en fait notre job, entre guillemets, de le faire. Ça va être vraiment la collaboration entre le cédant et le repreneur, ou la cédante et la repreneur. Nous, en fait, notre rôle, ça va plutôt être de comprendre. Par exemple, si je prends l'exemple de cette chaîne YouTube, peut-être qu'on sera mandaté, peut-être pas. C'est OK, hier, j'ai passé 1 heure finalement à donner mon regard sur qu'est-ce que tu pourrais faire pour sortir de la dépendance de ce business. Et si on signe le mandat, ça sera de monter un dossier qui explique un petit peu toutes les façons dont la transition pourrait se passer, en ayant déjà discuté en amont avec le vendeur pour loquer, qu'il soit OK avec toutes ces méthodologies. Parce que par exemple, si tu viens me voir avec un dossier personal branding et tu me dis, moi je vends, je me casse, et en plus enlève les vidéos de moi où j'ai telle tête ou telle lunette ou quoi que ce soit, en fait on va pas te signer. Parce qu'on sait très bien que ton business, il vaut rien, entre guillemets. Mais par contre, si dès le début, on arrive à se mettre d'accord, OK, tu es d'accord que tu vas devoir céder ton droit à l'image, tu as déjà réfléchi à ça, tu es d'accord que tu vas devoir accompagner pendant 6 mois, OK, combien, comment, ainsi de suite, et qu'on est vraiment d'accord sur le fait que tu vas pouvoir jouer le jeu, alors on peut te présenter des acheteurs à qui on va déjà présenter le dossier, non pas en disant, tiens, regarde, on a une chaîne personnelle brandée, mais un business personnel brandé avec tout le package d'accompagnement proposé par le cédant qui a bien conscience que... Voilà. Mais après, notre rôle s'arrête là. La vraie transition, elle se fait entre toi et le repreneur. Nous, Tu passes du statut de CEO à juste égérie?
du business. C'est ça, en fait. Ouais. Ouais, ok. Mais nous, notre job s'arrête au moment où on a fait le deal, on a été payé, et après on passe à l'autre deal. Est-ce qu'on a une autre question, les amis? C'est ma prochaine question. Non, je rigole. Ouais, bah, du coup, c'est top. Jessica nous demande, c'est quoi votre business model? Comment vous gagnez de l'argent? Ouais, de 3 façons. Évidemment, le gros du business model, c'est de prendre une commission sur les deals qu'on réalise. D'accord? Donc, pour anticiper la prochaine question, on prend entre 6 et 12,5%. Et ça varie en fonction de est-ce que c'est sur la marketplace, sur le cabinet, selon la taille du deal. Enfin, bon. Mais on a aussi, il y a 2 ans, on a lancé la partie marketplace qui nous a permis de faire x10 au niveau du volume, mais en vendant beaucoup de petits sites qui nécessitaient moins d'accompagnement, etc. Et là-dessus, en fait, on a mis un paywall. Donc, pour accéder à ces annonces-là, en tant qu'investisseur, tu payes un droit d'accès annuel. Je ne sais plus avec qui j'en discutais à midi. Bon, ça, c'est quelque chose qui nous a permis de lancer et de vraiment pérenniser la boîte avec du MRR. Et pour une boîte de service, avoir du MRR, c'est quand même top. Vous le savez tous et toutes. Et ensuite, on a un troisième pilier économique qui aujourd'hui est très peu exploité, mais sur lequel on a envie de travailler à partir de l'année prochaine, qui est l'apport d'affaires. Donc, c'est-à-dire que ce soit en amont ou en aval, de travailler avec les gens qui vont accompagner les clients une fois qu'on a fini de travailler. Donc aujourd'hui, on le fait principalement sur des points SEO, juridiques, financiers. Mais dans le futur, on aimerait bien le faire sur de la prestation, de la prise en main, de la formation, du coaching, de l'accompagnement, etc. En créant un pool finalement des gens qui vont prendre la relève une fois que nous, on a fini notre taf, qui est d'avoir trouvé un acheteur ou une acheteuse à la personne qui vend. Voilà. Donc 2 modèles économiques viables et un à développer. Super, merci. Mehdi? Yes. Je devais me donner des... Quel est le bon moment pour vendre son activité? Pour toi, quel est le conseil? Vendre avant de devoir vendre. Et je pense que ça résume. C'est valable pour tous les actifs. Voilà. Ouais. Que ce soit. Parce que devoir vendre, tu peux devoir le faire pour des problèmes de santé, pour des problèmes de burn-out, pour des problèmes d'ennui, pour des problèmes économiques, pour des problèmes de changement géographique, changement de vie, etc. Donc, quelle que soit la raison qui fait que tu vas devoir vendre, idéalement, tu vends avant. Si possible, 6 mois, 12 mois avant. Maintenant, si on prend en réflexion économique, bah déjà, tu vends quand tu as assez d'historique derrière toi, en tout cas chez nous. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas vendre une boîte qui a 1 an, mais nous, on ne bosse pas sur des boîtes qui sont trop jeunes, parce que ce n'est pas ce que nos acheteurs cherchent. Donc, on va te demander une certaine ancienneté. Et évidemment, essayer de vendre à un moment donné où tu as atteint peut-être un plateau qui nécessiterait de repartir sur un nouveau cycle. Et si tu n'as pas envie de repartir sur ce nouveau cycle, c'est probablement un bon moment pour considérer une vente possible, sauf si tu as une stratégie de maintien. Et par exemple, toi, tu as ta stratégie, tu as accepté le fait de garder ce business à tel niveau de CA pendant assez longtemps. Mais si tu devais vendre parce que tu en avais marre, bah, il faudrait le faire maintenant avant de repartir sur un processus de plusieurs années où tu vas réinvestir, diminuer peut-être ton EBE, refaire plein de tests et ainsi de suite. Quoi. Ça répond à ta question? Ouais, parfait. Super. Ouais, Fabien? C'est quoi votre record, la plus Ouais. grosse transaction que vous avez réalisée? La plus grosse transaction loupée, c'était 2 millions. Je m'en souviens encore. J'ai célébré trop tôt. Je l'ai fait 2 fois. La plus grosse réalisée, c'est 1,4 million. Les plus grosses en cours, c'est 2,5 millions. Ça faisait combien de chiffre d'affaires, le 1,4 million? C'est 50-60. C'est un site d'affiliation, comparateur de matelas. Pour faire 1,4 million, il a dû se vendre 2 ans et demi de profit. Et ça, 2 ans et demi, c'est à peu près un benchmark sur du e-com qu'on peut prendre. C'était un site d'affil. Un site d'affil, ok. Ouais. Ouais, donc c'était, sachant qu'il était en baisse, que c'était en plein pendant la période où tous les gros médias s'étaient lancés sur les comparateurs à literie, c'est un site qui avait reçu une offre à 2 millions 4 mois avant. Le mec n'a pas eu son financement. Et 4 mois plus tard, il est parti à 1,4 million. C'était un petit peu douloureux à acter pour. Et nous, notre créneau, c'est ça. Tu vois, aujourd'hui, on aimerait monter sur les 5 millions, mais la réalité du marché, c'est que plus tu te rapproches de 5 millions, plus tu es en concurrence avec des cabinets M&A traditionnels.
plus tu es sur des business. Alors là, il y en a certains d'entre vous qui font des business qui valent probablement plus que 3 millions, mais qui sont presque invendables parce que c'est votre image dessus. Mais si tu prends des business où il n'y a pas d'image, pas de personal branding, où c'est de la pure affiliation ou quoi que ce soit, c'est rare que tu dépasses quelques millions de valo. Après, c'est que tu es un vrai business, entre guillemets. Et nous, on est plutôt spécialisé sur la vente de business où les fondateurs, les fondatrices restent pas, les équipes sont un peu... voilà. Et du coup, si tu vends un business aujourd'hui à 10, 20, 30 millions, en général, le digital n'a plus tant de poids que ça dans la valo. Tu rachètes une structure, peut-être de la tech, peut-être des équipes, peut-être plein de trucs. Et nous, on essaye de rester pour l'instant sur le marché où c'est le digital qui a du poids et ça nous limite un petit peu pour l'instant. Mais là où on est très fort, c'est le 50 000 à 500 000. Là où on se débrouille pas mal, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, c'est le 500 000 à 1 million, 1,5 million. Et là où on a vraiment beaucoup de progrès à faire, parce que pour l'instant, on n'arrive pas à percer, c'est au-delà d'1,5 million. On en a quelques-uns, mais pas assez à mon goût. Voilà. Très clair. Merci. Lucas? Ouais, qu'est-ce qui manque pour justement vendre des... On est en train de faire ses angles morts. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui te manque? Est-ce qu'il te manque des acheteurs ou des vendeurs, des cédants sur des business à 1,5 million? Ouais, il manque les vendeurs. Parce que les acheteurs, c'est facile de les trouver, vu qu'on fait du sourcing. Donc si on a un business à 5 millions aujourd'hui qui vient nous voir, à nous d'aller trouver les acheteurs. Par contre, je le disais tout à l'heure, quand on a décidé de regrouper nos deux plateformes, en fait, on a créé un monstre en SEO et en volume, mais par contre, on a un peu aussi bousillé notre positionnement, dans le sens où maintenant, sur la même marketplace, tu te retrouves avec des deals à 5 000, des deals à 500 000, des deals à 2 millions. Et moi, c'était ma vision, bah oui, on est les spécialistes des business digitaux, donc c'est logique, mais en réalité, ce qu'on a vu un peu au fil du temps, c'est que pour un vendeur, t'as pas envie, si ton business vaut 5 millions, d'être listé à côté d'un site à 5 000 euros. Donc c'est un travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, d'essayer aussi de retravailler le positionnement pour faire comprendre que oui, Dotmarket, il y a un côté marketplace, mais Dotmarket est aussi capable d'accompagner un business plus gros. Et c'est pour ça que les business les plus gros viennent en bouche à oreille. Ils ne viennent pas organiquement via la marketplace. C'est parce qu'ils nous parlent et qu'en fait, ils nous connaissent depuis assez longtemps et que du coup, ils ne se posent pas la question en fait, de savoir où est-ce qu'ils vont être mis. Tu vois, ils font juste confiance. Mais c'est un truc, je pense toujours que c'était un bon choix d'un point de vue brand, mais c'est un choix qui nous a ralenti d'un point de vue positionnement pour convaincre des plus gros acheteurs qu'on était le bon endroit pour vendre leur business. Après, en termes de liquidité, c'est peut-être plus intéressant aussi de vendre des plus petits. Bien sûr, bien sûr. Ça va plus vite. Ouais. Parce qu'à la base, on l'a fait parce qu'il y avait un problème de liquidité sur les plus gros business. On s'est pris une année où on n'a quasiment pas réussi à vendre, l'année où il y a eu la guerre en Ukraine. Et tous les facteurs se sont mis un petit peu contre nous. On a perdu un ou deux deals, notamment le deal à 2 millions où tout était signé, on était prêt à célébrer et tout. Et de là, on s'est dit, en fait, on ne veut plus vivre une année où notre chiffre il tient sur un ou deux deals qui changent tout. Voilà. Et donc, on a changé, ouvert la marketplace. Mais en ouvrant la marketplace, on a triplé le chiffre d'affaires. Par contre, on a perdu. En fait, la part des gros deals a diminué en même temps que la part des plus petits deals a explosé. Et maintenant, on essaye de rééquilibrer ça, en fait, parce que je sais que dans l'esprit de certains vendeurs, en faisant ça, on a des gens voilà, qui se sont dit, en fait, Dotmarket, vous ne vendez pas ou plus de sociétés, c'est quoi le... Voilà. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu remarques des serial vendeurs? Peut-être des gens qui auraient un business de Muse Factory, tu vois, ou de e-com Factory, et qui run des sites et qui vont les vendre après pour prendre leur cash, en fait. Ouais, non. On a beaucoup de gens qui nous disent je vais le faire et très peu qui le font. Ok. Non, après, tu vois, ça fait 5 ans. Donc, oui, il faut le temps que ça run pour que ça puisse être bien voilà. vendu. Donc, ok. Mais on a eu à l'époque un partenaire, un incubateur, on en parlait tout à l'heure, Simon, où c'était vraiment leur idée. D'ailleurs, on leur renvoyait des deals qui étaient trop petits pour nous et l'idée, c'était vraiment qu'ils les incubent pour ensuite les remettre sur le marché. Mais je te dis, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, donc voilà. Mais dans l'idée, je sais qu'il y a des personnes qui ont pensé à ça
Et moi, j'adorerais, hein, parce que ce serait cool de voir des business faire le cercle et revenir beaucoup plus souvent. Surtout qu'on en refuse beaucoup, hein. On refuse 91%, je crois, la stat précise, c'est 91% des demandes soumises à notre formulaire d'estimation de site sont rejetées. Ok, et c'est quoi? C'est les thématiques que vous rejetez? Non, majoritairement, on rejette pour une question de taille et d'ancienneté. Ok, très bien. Trop petit, trop jeune. Ce qui sécurise les repreneurs. Financièrement, vous avez un compte, vous faites du séquestre pour sécuriser la transaction, vous arrangez ça ou... Tout passe par nos avocats. Ok. Donc, on Donc bosse la avec plusieurs transaction cabinets. financière est sécurisée, c'est ça que je veux dire Ouais. entre les lignes. Ouais. On bosse avec plusieurs cabinets d'avocats partenaires spécialisés dans les transactions de business digitaux, en France et à l'international. Et du coup, quand nous, on a obtenu une LOI, on bascule ça chez les partenaires juridiques, ils accompagnent nos clients, ils s'occupent du contrat, du séquestre financier. Ouais, le CARPA, c'est ça, c'est un... Voilà, ouais. via la CARPA, Ouais, exactement. ok. Et ensuite des démarches administratives potentielles, tu vois, sur du transfert de société, des déclarations, enregistrement de fonds de commerce et ainsi de suite. Ok, quitus ça, fiscal, c'est- tous ces trucs-là, quoi. Voilà, exactement. Ok, très bien. Ouais. Super. Ah, on reprendra. Il y a 3 dernières questions. Ouais, Steph, vas-y. En termes de fonctionnement, tu disais Ouais, est-ce que vous accompagnez les repreneurs de manière générale, puisque tu en as parlé tout à l'heure? Ouais. Ou est-ce que c'est un service particulier que... C'est un service particulier. Une sorte de mandat de recherche un petit peu, comme on aurait dans l'immobilier? Ouais, en quelque sorte. Moi, j'organise un atelier thèse d'investissement et du coup, un client qui souscrit à cet atelier thèse d'investissement avec moi, alors je l'accompagne sur la recherche de son business. Après, n'importe qui nous contacte avec des questions pour être aidé, évidemment, on l'aide. Mais concrètement, aujourd'hui, il n'y a que moi dans l'équipe qui fait ce travail tu vois, d'accompagnement, onboarding, etc. Donc, c'est malheureusement pas du tout optimal. On en parlait avec Julien tout à l'heure sur... On a entre 1000 et 1500 créations de comptes par mois sur DotMarket aujourd'hui. La réalité, c'est que je peux parler à un nombre infime de ces gens qui s'inscrivent. Et du coup, on met un très gros paywall pour dire que si tu veux en fait, être vraiment aidé par le fondateur en plus, parce que malheureusement, il n'y a que lui qui fait ça aujourd'hui, il faut passer par là. Voilà. Mais dans le futur, on aimerait bien le rendre beaucoup plus ouvert, peut-être avec des agents conversationnels, peut-être avec des équipes formées à ça. Voilà, plein d'idées, mais... Merci. Ça répond? Yes. Simon? Ah ouais, ouais, c'est bien, très super. Est-ce que vous fractionnez le rachat? Est-ce que je peux vendre que 25% de mon site sur DotMarket? Alors, non, parce que ça ne nous intéresse pas dans la majorité des cas. Mais oui, ça peut se faire. Par exemple, le deal de ce matin où je suis sorti prendre l'appel, en fait, il a trouvé quelqu'un qui rachète 50 ou 60% des parts et il veut avancer avec. Et évidemment, on ne va pas lui dire, non, tu dois vendre 100%. Hein. Mais à la base, s'il nous avait dit, je veux vendre que 50% des parts de mon site, je ne pense pas qu'on l'aurait pris aujourd'hui parce que ce n'est pas une recherche très bien identifiée chez nos acheteurs. Ah oui. Je sais qu'elle existe, mais je n'ai pas créé le processus qui me permettrait de facilement les matcher avec des profils plus investisseurs. Mais dans le futur, ça pourrait venir parce que on a de plus en plus de gens qui ont un profil investisseur qui aimeraient faire ça ou placer leur billet dans un fonds d'invest. Donc c'est probablement une offre dans le futur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on propose et on préfère dire non, chez nous, tu vends l'intégralité. Ça levait la main par là, ouais, Joe. Ouais. C'est quoi vos chiffres aujourd'hui, ce que tu peux partager? Évidemment, sans la vidéo, elle sera rediffusée, donc tu dis juste des trucs que tu peux raconter, bien évidemment. Après, on a encore 1 journée et demie pour discuter en off, si Kevin il veut nous partager en off. Mais ça, et en gros, dans la vision, t'en es où, tu vas aller où? Ouais. Merci, très bien. Alors, chiffre d'affaires, on pourra en parler en off. Effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on communique sur les parties publiques, mais aucun problème pour en parler en off. Par contre, on communique sur notre nombre de transactions, parce que déjà, on en est assez fiers, et en plus, ça calme la concurrence, entre guillemets. En 2023, on a fait 209 transactions. En 2024, on en a fait un peu plus de 220. Cette année, je pense qu'on devrait faire à peu près le même nombre de transactions, mais en montant en taille de deal, parce qu'on a coupé énormément de petits deals. Et notre vision dans le futur, c'est d'être capable de monter en gamme, de renforcer ce pool, je disais tout à l'heure, tu vois, le 500 000, 1,5 million, et de devenir vraiment... je pense qu'aujourd'hui, on a acquis, en termes de notoriété, on est le go-to pour des deals à moins de 500 000. Dans 3 ans, j'aimerais bien être la place de marché ou le cabinet que tu vas voir pour un deal en dessous de 5 millions. Et si on couvre ce marché-là sur la France, globalement, je pense qu'on atteint le chiffre. Tu parlais hier soir à table, je crois.
Ah non, hier soir, tu mentionnais, c'est quoi le chiffre? À l'apéro, ouais, quel chiffre tu veux atteindre. Ouais, moi je serais content sur la France. Et après, si on doit aller plus loin, il faudra passer par l'Europe. Et ça, c'est un autre challenge. Et je sais pas si c'est moi qui le ferais et si j'aurais envie de le faire, mais déjà être un acteur beaucoup plus dominant sur le marché français me satisfera pleinement. Super, merci. Jess? Donc, est-ce que tu as un conseil dans nos boîtes pour, si un jour on veut revendre, quelle est la petite action? Et c'est cool, ça nous fait un petit appel à l'action. Qu'est-ce qu'on peut mettre dès aujourd'hui en place pour pouvoir éventuellement vendre demain ou après-demain? Ne plus être homme clé ou femme clé de la boîte. Et je pense que c'est un petit peu le conseil que vous avez pour faire grossir la boîte quoi qu'il arrive, hein. C'est- ouais. Parce qu'en fait, si tu l'es, très probablement qu'il y a toute une cascade de choses qui partiront en sucette quand tu pars, hein. Et du coup, ça veut dire process, image, compétences. Donc après, on pourrait rentrer dans le détail des actions, de structurer une équipe, d'avoir des process, d'avoir des tutoriels, d'avoir une base de connaissances et ainsi de suite. Mais je pense qu'on peut le résumer à ne sois pas l'homme clé ou la femme clé de... Et je pense que Joël dirait la même chose, parce que je sais que tu publies là-dessus régulièrement et que c'est souvent un sujet. C'est vrai dans toutes les industries. Le nombre de boîtes aujourd'hui qui peuvent pas se vendre juste parce que c'est le fondateur ou la fondatrice qui a tout. Voilà. On a interviewé quelqu'un qui nous rejoint peut-être dans l'équipe qui a quitté une boîte dans le M&A où le fondateur est décédé et la boîte a fermé en M&A. Pourtant, juste parce que tout était trop lié au fondateur. C'est con. Et ce matin, on a bossé sur la contrainte principale. J'avais une autre possibilité, mais vu les tendances actuelles de marché, j'avais pas envie de casser le moral de tout le monde. J'ai plutôt envie de permettre de se projeter et d'avoir des sujets. Mais mon deuxième sujet, et d'ailleurs dans les mots que j'ai utilisés, vous m'avez beaucoup entendu en parler ce matin, c'est comment on dérisque l'activité. Dérisquer l'activité, si tu le dérisques pour toi, ça lui va bien parce qu'il pourra mieux le vendre parce que si c'est dérisqué, il y a moins de risques pour son repreneur aussi. Donc j'avais le choix entre ces deux thèmes. La contrainte principale sur comment on évolue ou comment on dérisque pour se sauver un peu les miches, quoi. Mais on en parlera très certainement. On se le fera en septembre ou en décembre à la prochaine rencontre. Et soit rentable. Ouais. Ouais, Le plus l'argent, c'est rentable hyper cool. possible. Ouais, trop bien, merci Kevin. Et du coup, on va mettre un lien dans la conversation du groupe et on le mettra également dans la description de YouTube. Tu peux nous parler du Welcome Kit, ce que tu as dedans, à quoi ça sert et voilà, qu'est-ce que je trouve si je clique sur ce lien? Ouais, alors c'est un petit welcome kit qu'à la base, j'avais essayé de réfléchir pour mieux convertir les gens qui créent un compte et qui sont pas du tout prêts à passer à l'action en termes d'abonnement. Et donc dedans, on a inclus en fait des documents types, une formation que j'avais tournée via un webinaire, des ressources pertinentes, des conseils de formation et ainsi de suite. Donc c'est très axé évidemment pour quelqu'un qui aurait envie de racheter un site. Donc vous verrez si c'est vraiment pertinent pour vous, évidemment, hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a essayé de réfléchir pour quelqu'un qui débarque et qui se dit, bon, tout ça, c'est intéressant, mais concrètement, je commence par quoi? Et donc, on est en train je dois le finaliser, mais le lien existe déjà. Il faudra vous le donner et le kit arrivera le plus rapidement possible. Trop bien, on mettra tout ça. En tout cas, merci pour le partage. Merci, bravo aussi pour la boîte. Moi, j'adore ta boîte de Merci. l'extérieur et c'était un plaisir de t'accueillir. Donc, merci beaucoup. Et voilà, je pense qu'on va applaudir Kevin. Merci beaucoup. Ouais. Bon, c'est le problème.